Bonne chance à toutes et à tous. Le BEPC n'est pas un concours mais un examen. Message du ministre de l'Enseignement secondaire Yves Kouaro-Chabi aux 145 000 candidats et quelques du BEPC. Demain, lundi 14 juin, commence la première journée. Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. Exhortation mondiale à l'occasion de la journée du donneur de sang. En prélude, le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, mobilise les donneurs de sang bénévoles du Bénin. Actualité politique, restaurer la confiance entre dans le système partisan après avoir aidé à porter la candidature présidentielle du duo Irénée Agossa et Corentin Kokoye. Ce mouvement vient d'être érigé en parti politique. Bonsoir à tous et bienvenue à ce 20h. Dès demain, lundi 14 juin, démarre l'examen du brevet d'études du premier cycle. Plus de 145 000 candidats sont inscrits dans 234 centres. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle les appelle à la sérénité. Suivez ici une séquence du message du ministre Kouaro-Yves Chabi proposé par Maxi Abla et Simon Villon. Le lundi 14 juin, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants des classes de 3e et autres composeront à l'examen du brevet d'études du premier cycle, BEPC, session de juin 2021. Sur le plan national, ils sont cette année au nombre de 145 934 inscrits, dont 69 342 candidats de sexe féminin, soit un pourcentage de 47,52%, et 76 592 candidats de sexe masculin, soit un pourcentage de 52,48%. Contre un total de 149 398 l'année dernière, il en découle une baisse de 3 464 candidats qui traduit un taux de régression de 2,32%. Le nombre de centres de composition est aussi le reflet de la stabilité retrouvée, puisque les candidats composeront dans 234 centres cette année contre 233 centres de composition en 2020. Je me réjouis particulièrement de la tenue de cet examen du BEPC, session de 2021, car il représente aux yeux du gouvernement tout entier et aux yeux de son chef, le président Patrice Talon, le symbole de la modernisation du fonctionnement de notre système éducatif. Je souhaite à tous les candidats une bonne chance et vous réaffirme que le BEPC n'est pas un concours, mais plutôt un examen, c'est-à-dire quiconque réunit la moyenne attendue est naturellement déclaré admis. À suivre après ce journal, l'intégralité du message du ministre Yves Kouaro-Chabi. Et puis à la suite du ministre, voici aussi de précieux conseils à l'attention des candidats, mais surtout en direction des parents, meilleur relais des conseils du psychopédagogue Eddy Camille Koto, invité de la matinale 5 sur 7 jeudi dernier. On va l'écouter. Nous allons déjà rappeler aux candidats que l'examen est comme toute autre évaluation qu'ils ont eu à faire pendant l'année. Et donc, il n'y a pas de stress qui vaille. La veille, ils doivent par exemple entamer les révisions par les matières qui passeront le lundi en après-midi et les achever par la matière qui passera lundi en matinée, donc le français. C'est toujours bien d'avoir fraîchement le français dans la tête lorsqu'on s'en va se coucher et de se réveiller sur ces dernières notions qu'on a eu à réviser. Qu'ils s'assurent aussi avoir bien rangé tout le nécessaire dans leur sac avant d'aller au lit. Et très tôt le matin, ils doivent se réveiller. Les parents, je pense, doivent pouvoir les aider à cela, et les réveiller très tôt pour qu'ils soient dans le centre de composition au moins 1 heure avant le lancement ou le démarrage de la première épreuve. Et quand ils ont repéré leur salle, qu'ils s'installent confortablement et que désormais, leur leitmotiv soit la concentration. Et lorsque les épreuves sont lancées, les candidats doivent prier. Après la prière, bien évidemment, aborder les questions en commençant par ce qui nous semble le plus facile, surtout quand les questions ne sont pas interdépendantes. Disposer aussi de stylos qui écrivent lisiblement,
parce qu'il ne faudrait pas donner du fil à retordre au correcteur. Éviter surtout de suivre l'évolution du voisin. Ce n'est pas forcément parce que le voisin d'à côté a déjà 4-5 intercalaires que ça doit nous affoler, mais qu'il ne perde pas de vue l'évolution du temps pour ne pas se faire attraper avec une copie inachevée. On reste dans l'univers des enfants pour écouter ceux qui se sont déjà engagés dans un militantisme pro-jeune. Ces enfants militants associatifs apprennent des techniques de plaidoyer et de leadership pour mieux porter la voix sur le combat de la défense des droits des enfants. Ils sont membres de l'Association des enfants et jeunes travailleurs du Bénin et sont soutenus par l'ONG Educo. Ghislain Poguet et Rodrigue Blondoumin les ont suivis. Enfants de la rue, enfants handicapés. Des enfants tout cuits, comme dans une salle de classe. L'enseignant ici, c'est le directeur général adjoint des affaires sociales. Il apprend aux enfants comment ils vont s'y prendre pour que les autorités en charge de l'enfance prennent en compte les problèmes qu'ils rencontrent. De véritables techniques de plaidoyer et de leadership. Ces connaissances que nous venons d'acquérir vont nous permettre d'aider à faire respecter les droits des enfants et à porter la voix de tous les enfants du Bénin. En commission, les enfants ont identifié de nombreux problèmes dont souffre cette couche sociale. Travail des enfants, mendicité, prostitution, maltraitance, harcèlement, viol, châtiment corporel. Ils ont reçu ici des techniques pour en parler, tout en touchant le cœur des adultes. Quand nous allons faire des descentes dans vos différentes communes, que nous soyons capables de sentir que les acquis de cet atelier restent et se font remarquer sur le terrain pour la meilleure protection des droits des enfants. Le ministère en charge des affaires sociales veut compter sur de telles initiatives pour inverser la mauvaise tendance constatée dans le milieu. Je voudrais vous dire que vous avez une chance d'avoir bénéficié de ces formations et vous devez remercier avec nous toute l'organisation et nous sommes rassurés qu'en quittant ici, ils ont gagné quelque chose. Au cours de l'atelier, les enfants se sont exercés à prendre la parole et à défendre leurs idées. On va continuer à parler de la cause des enfants, toujours, mais contre le travail des enfants. L'UNICEF, par la voix de son chargé de programme au Bénin, invite le gouvernement à redoubler d'ardeur et de vigilance contre ce fléau sous toutes ses formes. On écoute Serge Akpaka, il a été interrogé par Ghislaine Adébé. Nous avons travaillé avec le gouvernement depuis plusieurs années dans des actions de sensibilisation et de communication. Et nous pensons que l'une des formes de sensibilisation qui puisse désormais prouver son efficacité sur le terrain réside dans l'application des lois, à travers les poursuites judiciaires, la mise en branle des systèmes répressifs à l'endroit des auteurs. Et nous voulons vraiment plaider pour que le gouvernement ait le courage d'aller dans ce sens-là, pour que ne s'installe pas une forme d'impunité en matière d'exploitation des enfants au niveau national. Le deuxième point de plaidoyer, c'est le relèvement de l'âge minimum d'accès au travail. Selon les normes internationales, cet âge est de 15 ans et les pays sont encouragés à aller vers 16 ans. Le Bénin a choisi l'option exceptionnelle qui est offerte aux pays dont le système éducatif n'est pas suffisamment développé pour 14 ans. Et le Bénin a fait cette option depuis quand même plusieurs années, si ma mémoire est bonne, depuis 1998. Donc, nous pensons qu'à l'instar des pays comme le Burkina Faso, plusieurs pays de la sous-région qui ont relevé cet âge à 16 ans, il est important que le Bénin aussi relève cet âge. Parce que l'âge, le droit est là pour consacrer ce qui doit être. Ce n'est pas parce qu'il y a des enfants en bas âge qui sont exploités que nous allons nous taire. Il faut que la dynamique vers l'amélioration des conditions de vie des enfants puisse se poursuivre. Décidément, ce journal prend le parti des enfants ce soir. Cette fois-ci, c'est avec le Burundi qui se penche sur l'expérience béninoise en matière de gestion des cantines scolaires. La première dame du Burundi et le ministre de l'enseignement burundais sont en séjour d'immersion au Bénin depuis quelques jours. Et vendredi dernier, la délégation a été conduite à Dangbo et à Zé par le ministre de l'enseignement maternel et primaire, Karimou Saliman, une visite dans des écoles à cantines scolaires. Les leçons de cette visite avec Nathalie Doris au Labi.
Depuis quelques années, certaines écoles primaires du Bénin expérimentent avec succès les cantines scolaires. C'est le cas de l'école primaire publique de Feyen-Kamen dans la commune de Dangbo. Accompagné du ministre des Enseignements maternels et primaires, du maire de Dangbo et des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet, la première dame du Burundi et sa suite s'imprègnent de cette initiative gouvernementale. C'est un voyage d'échange d'expérience entre nos deux pays, le Bénin et le Burundi. En tant que maman, je suis vraiment heureuse d'avoir les enfants du monde bien entretenus et merci pour votre accueil chaleureux. Les invités burundais sont convaincus de ce que l'expérience du Bénin va apporter un plus dans l'amélioration des cantines scolaires de leur pays. Beaucoup de choses qui certainement vont nous inspirer dans la promotion de nos cantines scolaires dans notre pays, le Burundi. Certes, nous avons des cantines scolaires bien fonctionnelles dans notre pays, mais nous venons de constater que vous êtes quand même à un pas très avancé par rapport à notre pays. C'est donc une expérience qui nous sera utile dans notre pays et nous vous en remercions infiniment. La délégation a ensuite mis le cap sur la commune de Zé, précisément dans l'école primaire publique de Goulo-Sodji. Ici, une autre expérience fait des prouesses. Des jardins scolaires viennent renforcer le fonctionnement de la cantine, une complémentarité applaudie par les visiteurs. Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. Exhortation à la communauté internationale à l'occasion de la 18e journée mondiale du donneur de sang. C'est demain 14 juin, mais déjà cet appel au don de sang fait écho au sens humanitaire de certains étudiants béninois, volontaires béninois qui font battre le cœur de leurs semblables par leur sang donné. C'est un reportage signé Stanislas Limpon, Ézéchiel Hankwe. 500 poches de sang à collecter en 3 jours ici. Des étudiants volontaires de la faculté des sciences de la santé veulent atteindre cet objectif. C'est magnifique. Je croyais que ça serait un peu douloureux, mais voir que ça a été plus facile. Chaque fois, si je suis disponible, je le donnerai pour chaque. Ingrid fait aussi le même geste. L'élément ayant déclenché en cette étudiante ce sens de volontariat, sa grand-mère qui a failli mourir dans un hôpital pour indisponibilité de ce liquide biologique. On a dû attendre longtemps avant de pouvoir prendre 2 poches pour ramener à l'hôpital où elle était hospitalisée. Donc depuis que je suis majeure, il y a une campagne de don de sang. Je n'hésite pas à donner mon sang pour sauver quelqu'un. La sous-section Croix-Rouge de la faculté des sciences de la santé reste engagée dans la mobilisation de la communauté universitaire et les personnes environnantes. Nous voyons des enfants tout innocents qui meurent par manque de sang. Nous voyons des mères à la maternité qui meurent en voulant donner vie. Nous voyons des accidentés venir en vie, mais par manque de sang, ils meurent à l'hôpital. Face à tout cela qui nous écœure, nous nous sommes dit alors, il urge qu'en tant qu'étudiants, nous fassions ce geste et que nous invitons nos camarades et toute la population à venir faire de même. Selon eux, le nombre de personnes à transfuser en cette période de pluie est souvent important du fait de paludisme. Et justement, en prélude à la journée mondiale de sensibilisation des donneurs de sang, le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, fait son plaidoyer mobilisateur. Grégoire Oulafa et Honoré Kamadozo nous en proposent un extrait. La célébration de la journée mondiale du donneur de sang traduit la reconnaissance solennelle du mérite de nos héroïnes et de nos héros qui s'engagent à sauver des vies à travers le don bénévole de sang. C'est également une occasion pour inviter toutes les Béninoises et tous les Béninois à rejoindre la grande famille des donneurs de sang bénévoles du Bénin dans un élan citoyen empreint de générosité et de solidarité. Nous devons tous œuvrer pour la disponibilité des produits sanguins et surtout leur accessibilité à tous. Je saisis cette occasion pour exprimer à tous les donneurs bénévoles de sang du Bénin, au nom du président Patrice Talon, la reconnaissance de toute la nation béninoise. Je profite aussi pour exprimer la gratitude de tous ceux et celles dont la vie a été sauvée
grâce au sang donné. La demande en produits sanguins labiles dans nos hôpitaux est toujours fréquente chez les femmes à cause des complications liées à la grossesse et à l'accouchement. Elle est encore plus prononcée chez les enfants de 0 à 5 ans à cause du paludisme et chez les accidentés de la route. Il nous sera difficile de satisfaire toute cette demande s'il n'existait pas des donneurs de sang en nombre suffisant. C'est pourquoi, à travers le thème de cette année qui s'intitule « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde », j'invite toutes les Béninoises et tous les Béninois, surtout les jeunes, à semer cette graine d'altruisme et de partage partout et régulièrement. Devenez des donneurs bénévoles de sang. Commencez jeune, c'est mieux. Appel à un élan humanitaire. Il en sera éventuellement aussi question dans le sujet qui va suivre et qui se penche sur une anomalie génétique qui leur blanchit la peau et rend leur quotidien très pénible et surtout sous le soleil. Eux, ce sont les albinos parfois discriminés. Ils sont aujourd'hui objets de bien d'attention. Tous les 13 juin s'organise une sensibilisation internationale autour de l'albinisme. Être albinos n'est pas une fatalité. C'est un reportage signé Précieuse Akwekounou, Christian Devouchi et Ezekiel Hampé. Considérés comme fétiches, assimilés parfois au dieu Lissa, les personnes atteintes d'albinisme font l'objet de nombreuses stigmatisations. Merveille a encore en mémoire ce douloureux souvenir. Un jour, pendant la récréation, je mangeais mon pain tout doucement. Quand une fille a quitté de loin, vient, elle m'a arraché le pain, elle a jeté le pain. Et elle me dit maintenant, espèce d'idiote, qu'est-ce que tu fais parmi nous? Au-delà de la discrimination, les personnes atteintes d'albinisme font également face au cancer de la peau, principale cause de décès dans leur rang. C'est le défaut de production de ce qu'on appelle la mélanine. Cette mélanine, c'est ce pigment qui nous permet d'avoir la peau noire. Et donc, cette mélanine n'est pas du tout produite chez les personnes atteintes d'albinisme. Le seul geste important à faire, c'est de vous protéger contre le soleil. Et ça passe par le port de chapeaux larges, à bord large. Ce n'est pas les petits chapeaux, non, c'est des chapeaux vraiment à bord large. Là, quand les rayons ultraviolets viennent, ils sont dispersés au niveau du sol. Forte, envers et contre tout, Monique se bat au quotidien pour gagner son pain en bravant les interdits. Cependant, elle bénéficie, tout comme d'autres albinos, du soutien de quelques organisations non gouvernementales comme l'ONG Valeurs Albinos. Il y a les crèmes solaires que nous essayons de partager tout le temps. Nous avons scolarisé 15 enfants atteints d'albinisme. Je suis limitée par le non-accompagnement des gens. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a été instituée par les Nations Unies le 13 juin 2015. Actualité politique à présent, la journée d'hier samedi a accouché au Bénin d'un parti politique, RLC, ou Restaurer la confiance, parti revendiqué comme d'opposition par Irénée Agossa, son créateur. Il était à la dernière élection présidentielle le colistier d'un duo candidat. Le mouvement qui a porté leur candidature est donc transformé aujourd'hui en parti politique. RLC, ou Restaurer la confiance, est présidé par Irénée Agossa, mais sans Corentin Kokoui, son colistier. Dans la barque. Reportage, Ramatou Lawani et Enoch Mpatin. 130 km de Cotonou, Boïkan, la ville carrefour du Bénin accueille la création du parti politique Restaurer la confiance. C'est sous cette ambiance folklorique que Irénée Agossa fait son entrée et installe officiellement les 12 coordonnateurs départementaux du parti dont il est le président. Nous venons de créer le parti RLC. Chers collègues membres du bureau, nous avons une mission importante. C'est d'installer dans tous les contrées du Bénin les structures de base de RLC. Restaurer la confiance est un parti de l'opposition. Nous avons été témoins et nous avons été acteurs du processus démocratique dans notre pays. Vous devez vous en féliciter et être fiers de ce que vous avez fait. Ces résultats, pour d'autres, c'est un résultat mineur, mais pour nous,
c'est un résultat excellent. Dans sa quête du pouvoir, restaurer la confiance travaille pour l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit. S'appuyant sur les propos du chef de l'État concernant le social, Irénée Agossa exhorte le président Patrice Talon à joindre le plus tôt possible l'acte à la parole. Nous voulons conserver ce que le Bénin a de cher. Nous voulons conserver ce qu'on nous a laissé. Cet héritage, c'est la paix, la capacité de pouvoir dialoguer. Nous demandons au chef de l'État, puisque lui-même a dit que c'est un mandat hautement social, qu'il fasse ce qu'on doit faire dans les mesures d'urgence. À peine créés, les responsables de ce parti politique s'activent déjà pour l'obtention de leur récépissé. L'Assemblée nationale du Bénin veut mettre en branle une administration parlementaire mieux structurée et plus efficace. Du 9 au 11 juin à Grand Popo, les responsables administratifs du Parlement y ont travaillé sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale en personne. Qu'est-ce qui se dessine? Réponse avec Firmin Bassao. C'est à la satisfaction du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et de l'ensemble du personnel administratif que s'est achevé le séminaire de validation de l'avant-projet de décision devant permettre une dynamisation de l'administration parlementaire à Grand Popo. Plus donc de navigation à vue pour les agents appelés à travailler au niveau du secrétariat général administratif et au niveau du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Au total, je retiens de vos travaux des 3 journées faites de riches réflexions que vous avez en effet procédé à l'examen critique du contenu de la décision 98-367/AN/PT du 6 août 1998 portant AOF du secrétariat général administratif de l'Assemblée nationale. Valider de façon consensuelle la version finale de l'organigramme ainsi que de l'avant-projet de décision portant AOF de mon cabinet et du secrétariat général administratif de l'Assemblée nationale. Le président Louis Vlavonou entend aller plus loin en annonçant pour bientôt d'autres réformes. Efficacité, on en parle également dans le sujet qui va suivre. 30 jours au lieu de 60 pour se faire payer sa facture quand on est prestataire de l'État. Cette nouvelle qui est tombée depuis mercredi dernier en Conseil des ministres redonne de l'espoir aux promoteurs d'entreprises, autrefois marqués parce qu'ils qualifiaient de poison lent pour leur survie. Raccourci du délai de paiement des PME, la fin d'un drame, c'est un sujet signé Marcel Arrossi. Quand le Conseil des ministres rend possible le règlement des factures des prestataires de l'État en 30 jours maximum, c'est la fin simplement d'un drame. Le constat était que quand vous avez un marché de l'État à exécuter, que vous avez un bon de commande, que vous l'avez exécuté, vous savez, quand vous finissez d'exécuter le marché, quand vous avez déposé votre facture, vous le savez. Quand vous devez payer le banquier, vous le savez. C'est fixé d'avance. Mais vous ne savez jamais quand vous serez payé. Vous ne pouvez pas, sur la base de ce qui se passait, établir un plan de trésorerie pour dire « je vais encaisser telle ressource à tel moment et je vais faire telle chose à tel moment avec ». Et lorsqu'une micro, petite ou moyenne entreprise se retrouve dans cette situation, difficile d'exister. C'est difficile pour sa gestion interne, c'est difficile pour des relations harmoniser avec ses partenaires, la banque, les fournisseurs, les employés et tout ce qui constitue l'environnement de l'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise qui doivent être en train de dire pourquoi seulement maintenant? Pourquoi ils ont attendu que je ferme mon entreprise avant? Parce que des entreprises ont pu couler à cause de ça. Nous avons toujours déploré ce fait-là parce que c'est un poison. Un mal qui tuait les entreprises en détruisant leurs différentes relations, notamment celles avec les banques et les autres fournisseurs. Ce n'est pas un traitement à la tête du client. À un moment, vous avez au niveau des banques ce qu'on appelle des
des limites en termes d'exposition sectorielle. C'est-à-dire que avant que vous n'entrez dans une nouvelle année, chaque banque définit le niveau d'engagement dans tel ou tel secteur. Okay. Maintenant, s'il arrive que vous atteignez la limite, qu'est-ce qui va faire qu'on va se retrouver dans une sorte de revolving? C'est les remboursements de l'État. Lorsque vous recevez des paiements pour pouvoir rembourser les précédents engagements. Tout à fait. Mais si vous ne recevez pas de paiement, qu'est-ce qui se passe? Quand vous vous trouvez dans une telle situation et qu'une nouvelle PME vous amène un bon de commande, malheureusement, vous ne pouvez pas l'accompagner. Désormais, ces situations ont de faibles chances d'arriver, le risque étant minimisé par décision du Conseil des ministres, décision dont l'application ne devrait souffrir d'aucune faille, selon le directeur général du Trésor public. On va parler à présent d'un système d'information qui suivra la validité des pièces administratives et l'état des véhicules en circulation au Bénin. La décision a été prise en Conseil des ministres du mercredi 9 juin dernier. Décidément, un conseil assez fluctuant en décisions efficaces. Elle est bien accueillie, cette décision, par les acteurs routiers qui se réjouissent de cette initiative. Koudous Abdoulaye partage avec nous leurs opinions. Un dispositif électronique pour contrôler la validité des pièces des voitures en circulation au Bénin. Le Conseil des ministres décide de la mise en place d'une plateforme de suivi des obligations des véhicules roulants et acquisition de vignettes et lecteurs de contrôle associés au profit de l'administration publique. Le but de cette nouvelle mesure est d'assurer le suivi du respect des obligations prescrites par les tests pour la circulation routière, d'améliorer la sécurité des usagers, notamment. La mesure est applaudie par les acteurs du secteur routier, notamment au Centre national de sécurité routière. C'est une mesure du gouvernement qui vise à renforcer la dématérialisation des services publics, la digitalisation, et ce qui va permettre d'éviter les longues files d'attente que nous observons, surtout au CNSR, les mesures de corruption et par conséquent, et améliorer la qualité des prestations que nous fournissons. Dans le monde du transport, la mesure est également saluée. Elle apparaît comme un soulagement. Ça va plus sécuriser les usagers parce que un camion qui sort sans assurance, sans visite technique et qui va heurter ou tuer, ça complique les choses pour le transporteur, pour le conducteur et pour les parents de la victime, parce que le camion n'est pas assuré pour pouvoir les prendre en compte. Cette décision, à mon humble avis, est la bienvenue. Il est envisagé une contractualisation avec une structure spécialisée qui mettra en place cette solution innovante, attendue impatiemment par les acteurs routiers. Sport, on parle de foot dans ce journal avec les Écureuils du Bénin qui séjournent depuis hier samedi à Conakry avec le ministre des Sports Oswald Ombeki. Ils y vont jouer contre l'équipe sierra-léonaise dans le cadre de leur ultime match de qualification pour la CAN Cameroun 2021. Match de rattrapage suite au contentieux lié à un test anti-Covid suspect effectué sur certains joueurs clés du 11 béninois. À la veille du match, ce match Sierra-Léone contre Bénin, les deux coachs et capitaines étaient devant la presse avant la reconnaissance du terrain. L'essentiel de cette interaction avec la presse, c'est avec nos envoyés spéciaux Ikiliru Gounou Sero et Mathieu Soukenou à Conakry. Le match Sierra Leone-Bénin est lancé avec la conférence de presse d'avant-match entre les deux équipes. Premier à se présenter, c'est le coach Michel Dussuyer du Bénin. Pour lui, son équipe est habituée à ce genre de rencontres. Ce sont des matchs couperets avec un gros enjeu, je l'ai dit tout à l'heure, donc ça réclame un investissement maximal. Il n'y a pas de place pour un manque de concentration, il y a un manque de générosité, il y a un manque d'agressivité. Donc je pense que les joueurs en sont conscients. Je disais tout à l'heure que voilà, ils ont joué une finale perdue à Bamako pour la CAN 2017. Ils ont disputé une finale gagnée contre le Togo pour la CAN 2019. Donc voilà, ils savent que de ce match-là découle beaucoup de choses, et énormément aussi. Il y a énormément de pression, mais il y a aussi beaucoup d'attentes de tous les Béninois, et ça, ils en sont conscients, quoi. Donc je suis certain qu'ils donneront le maximum demain sur le terrain. Il faut être généreux, il faut être
agressif dans le bon sens du terme. Je pense que c'est un match qui se joue au mental. Donc il faudra qu'on réponde présent. Après, voilà, on sait ce qu'on est capable de faire. On sait aussi que même si ce sera un match compliqué, on aura à cœur de faire bonne figure et de se qualifier. Pour le capitaine Khaled Adeno, en cas de victoire, ce serait justice rendue à l'équipe nationale au vu des antécédents entre le Bénin et la Sierra Leone. Si demain on gagne et si demain on est qualifié, je pense que ça va être une justice pour nous, parce qu'on n'a pas été bien accueillis par la Sierra Leone et puis bon, on n'a pas bien géré ce moment-là. Donc du coup, si demain on est qualifié, ça va être bien pour nous. Puis bon, ça va envoyer aussi un signal fort à toutes les nations, comme quoi c'est vrai qu'il y a la partie justice, mais bon, le plus important c'est sur le terrain. Puis bon, si demain on gagne sur le terrain, c'est mieux pour nous. Pour ce qui concerne les tests Covid, Michel Dussuet dit que son équipe est en grande forme et que tout le monde a été testé, sauf un cas qui a été vite repéré. Les conditions sanitaires, comme à chaque fois, de toute façon, on respecte toujours tous les protocoles. On fait des tests régulièrement, on teste nos joueurs. Là, on a fait des tests avant de quitter Cotonou et on a eu un cas positif, Chérifdine Gagbo, donc il est resté à Cotonou. Après, voilà, je pense qu'on est très sérieux dans ce que l'on fait, on l'a toujours été et on continuera à l'être parce que c'est important. Maintenant, concernant les dispositions qui sont prises ici, il y a une équipe neutre, puisque ce sont les Guinéens qui ont fait des tests ce matin. Donc, voilà, on sait qu'il n'y a pas de partialité. Sierra Leone-Bénin, la rencontre est donc lancée avec la reconnaissance du stade Général Lassana Conté. Test pour test, vivement que l'équipe sierra-léonaise teste la bravoure victorieuse des écureuils. C'est sur ces images de foot des écureuils à Conakry que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et à toutes les équipes techniques. Bonsoir chez vous.